Et donc notre zoom dominical nous emmène aujourd'hui sur la route Napoléon. Nous sommes dans le sud de la France, sur cette magnifique voie longue de 314 km entre Grasse et Grenoble. L'axe culmine au col Bayard à 1246 mètres. C'est par là que Napoléon revint de son exil sur l'île d'Elbe en 1815, en mars 1815. La route Napoléon traverse 4 départements et nous permet d'évoquer tout un pan de notre histoire et de notre patrimoine. Anaïs Barthes et Didier Legendre l'ont emprunté et nous font admirer les panoramas qui l'entourent. C'est sur la route des parfums que notre balade commence. Nous faisons halte à Grasse, capitale mondiale des fragrances, perchée sur les hauteurs de la Côte d'Azur, entre mer et montagne. Au premier jour d'automne, dès le lever du soleil, les petites mains s'activent dans les champs de fleurs. Depuis le mois de juin, c'est le même rituel chaque matin pour ces cueilleurs de jasmin. Quand on se lève pour œuvrer le matin dans les champs, dans ce territoire un peu béni des dieux, il y a des odeurs, il y a des couleurs, il y a des saveurs. Carole Biancalana est l'une des 5 cultivatrices de cette fleur emblématique du pays de Grasse. Dans cette récolte familiale, rien n'a changé depuis 4 générations. On le cultive, on le cueille, on l'attache, on le bute, et ce sont les mêmes gestes depuis 300 ans. Et tous ces éléments réunis vont faire que cette fleur de jasmin, elle a quelque chose d'incomparable, d'unique. C'est d'ici que la tradition rejoint l'histoire. Cette route des parfums nous mène à la légendaire route Napoléon. Le 1er mars 1815, l'empereur déchu entame avec ses 1200 hommes un périple hors du commun. Rallier Golfe-Juan à Grenoble en 7 jours pour reconquérir le pouvoir à Paris. Nous arrivons à Saint-Vallier-de-Thiers, à 15 km au nord de Grasse, où nous retrouvons Véronique Voirin, auteure de guide de voyage. Elle nous emmène à l'écart de la route nationale pour rejoindre le sentier historique. À droite, on va sur un chemin privé pour aller aux sources et tout droit, on monte en lacet jusqu'à Saint-Martin. C'est là où je veux aller. Vous l'avez trouvé là-bas. Ah, merci beaucoup, monsieur. 20 minutes plus tard, nous voilà enfin sur les traces de l'empereur. C'est la route par laquelle Napoléon est vraiment passé il y a 200 ans? Voilà, c'est exactement là où il est passé avec ses troupes. Et on va bientôt quitter cette petite route goudronnée. Et on va aller rejoindre la chapelle Saint-Martin, mais là, ça peut se faire qu'à pied. On aura fait la portion Saint-Vallier-Escragnole. Nous voilà partis pour 2 heures de randonnée. Ah ben voilà, c'est magnifique. Oh, c'est sublime. Juste la Sienne qui passe là. Ça, c'est un vrai régal pour les yeux. Un chemin authentique dans une nature flamboyante. Ici, c'est vraiment super parce que c'est hors des sentiers battus, en fait, même si c'est historiquement la vraie route Napoléon. On est à la fin du sentier que Napoléon a pris avec ses 1000 hommes. Il faut se rendre compte que c'est pas vraiment facile, mais surtout dans les conditions atmosphériques de l'époque. Ici, il avait neigé, il y avait de la boue, les hommes étaient mouillés, chargés, et certainement aussi très fatigués déjà. Donc voilà, une très belle balade à faire dans les pas, les vrais pas de Napoléon et de ses troupes. Dans ces paysages typiques des Alpes-Maritimes, le temps semble s'être figé. Le lendemain, c'est en moto que nous continuons notre périple. Nous suivons Philippe, originaire d'Annecy. Pour ses 60 ans, il s'est offert ce mythique bolide. Comme lui, des centaines de motards empruntent chaque année les 314 km de la route Napoléon, un terrain de jeu idéal. Mon rêve était de faire la route 66. Je commence par la route Napoléon. Et puis, sentir le ronflement de ma moto, c'est exaltant. Et je m'éclate. Quittons cette chevauchée à 2 roues pour une véritable balade au galop. Entre Barème et Digne-les-Bains, au cœur des Alpes de Haute-Provence, nous accompagnons Guylaine et ses cavaliers.
À cheval, nous mesurons un peu plus l'épopée napoléonienne. C'est hyper ressourçant, on pense à rien, c'est un endroit fabuleux, quoi. Mais le plus, pour moi, c'est aussi cette sensation de liberté qu'on peut avoir quand on est dans la nature, ici, chez nous, avec les chevaux. C'est-à-dire on rajeunit. Hein. Alors quand on est là au milieu, on n'a plus, bon, j'ai pas mon âge, on n'a plus d'âge, on a 12 ans. Hein. Retour au temps présent. À l'approche de Sisteron, changement de décor. Des vergers à perte de vue. De mi-septembre à mi-octobre, la cueillette de la pomme bat son plein. On ramasse les pommes comme chaque année, comme d'habitude. Chaque année, on vient d'Espagne pour ramasser. Alain est à la tête de cette exploitation. Lui qui vit sur ces terres depuis toujours, tient à nous emmener sur un site très particulier. Bonjour. Bonjour madame. C'est monsieur, dame, il souhaiterait visiter la sculpture. Oui. C'est possible? C'est possible, j'avais pas trop de temps parce que j'ai rendez-vous à 18h. Moi je peux pas vous dire, ils m'ont pris dans les pommes, ils m'ont dit... D'accord. Alors, c'est sous notre maison. Ils ont construit la ferme par-dessus des ruines existantes de l'ancien monastère. Monique nous fait découvrir les entrailles de sa maison. Incroyable, cet endroit. Toutes les entrées, c'était tout bouché. Et c'est en faisant des travaux aux alentours de 1930 qu'ils ont découvert la crypte. Et après, elle a été classée monument historique en 1934. Ça aurait été fait donc en deux parties. Cette partie-là, plutôt moitié 10e siècle, commencée, et terminée moitié 11e siècle. Elle n'est pas vraiment enterrée, elle est à mi-sol. Donc il y a plusieurs meurtrières qui donnaient à l'extérieur. Dernière étape de notre voyage, l'Isère et ses panoramas à couper le souffle. À 25 km de Grenoble, la plaine de la Fraye. C'est ici que Napoléon et ses hommes arrivent le 7 mars 1815. Ça fait 7 jours que ces hommes ont traversé les Alpes dans des conditions épouvantables. Et ils arrivent ici, et là tout s'est joué, ou presque, dans l'histoire de France, parce que les troupes de l'Essarts sont arrivées sur ordre du roi Louis XVIII pour stopper net la progression. Et il se passe un miracle dans cette prairie qu'on appelle depuis la prairie de la rencontre, qui est la prairie de la Fraye. Aucun combat n'a eu lieu. Rien ne se passe si ce n'est que les royalistes se rallient à l'empereur. Et de là, le destin de la France a changé. Voilà, et nous poursuivons notre leçon de géographie et d'histoire. Cette route Napoléon part donc de Golfe-Juan, dans les Alpes-Maritimes. Elle fut empruntée, on l'a bien compris, par l'empereur, de retour de l'île d'Elbe. Une folle épopée qui a profondément marqué les lieux, on vient de le comprendre, et leurs habitants, toujours fascinés par Napoléon. Vincent Capuet et Didier Laborde nous retracent à sa façon cet épisode de l'histoire de France. Il faut imaginer une côte sauvage, une plage déserte et quelques baraques de pêcheurs. Voilà à quoi devait ressembler Golfe-Juan le 1er mars 1815, quand Napoléon débarque avec sa petite armée de 800 hommes. Il est de retour de l'île d'Elbe et se lance dans une aventure extraordinaire, l'épopée des 100 jours, à la reconquête du pouvoir. Non seulement c'est désert, mais il peut tout de suite prendre la route des Alpes parce qu'il veut éviter la Provence qui lui est hostile et royaliste, et ainsi prendre la route des Alpes, direction Grenoble. La stratégie va s'avérer payante. Napoléon ne rencontrera aucune résistance. Son retour est même salué par cette colonne érigée à sa gloire, au départ de ce que l'on appellera plus tard la route Napoléon. C'est un coup tellement audacieux que personne ne s'y attend. En réalité, on croit que Napoléon, s'il s'enfuit, débarquera en Italie. Alors il choisit la route la plus difficile, la plus longue, la plus audacieuse, mais celle qui va stupéfier tout le monde à tel point qu'on le laissera passer. Et ainsi, Napoléon pourra continuer son vol de l'aigle. Lui a croisé la route de l'empereur dans les livres, fasciné depuis son enfance par la grandeur et l'œuvre de ce personnage. Derrière ce costume se cache un passionné qui n'a jamais cessé de se documenter sur l'histoire de Napoléon. Un type qui débarque comme un fugitif, seul,
pratiquement seul, sans armes, et qui, pour employer le mot de Chateaubriand, a conquis tout un pays tout seul. C'est l'invasion d'un pays par un homme seul. C'était peut-être un joueur, c'était un pari extraordinaire, mais il a remporté. Et surtout, sans tirer un seul coup de feu. En 2015, à Golfe-Juan, on célébrera le bicentenaire du débarquement de Napoléon. Alors les reconstitueurs se préparent. Ils participent au spectacle historique en habits d'époque dans toute la France et passent des heures à peaufiner leurs costumes jusque dans le moindre détail. Je vous présente le costume d'un colonel des postes militaires, période 1810. Il faut que le personnage soit 100% ce qu'il était à l'époque au niveau uniforme. Vous voyez dans les détails les boutons de la poste aux chevaux. 200 ans plus tard, l'épopée de Bonaparte continue de fasciner. Route Napoléon, kilomètre zéro, ici démarre l'une des plus belles routes de France, une route chargée d'histoire. Alors ça c'était donc le démarrage de cette route à Golfe-Juan. Partons maintenant plus au nord, vers les Hautes-Alpes et les Alpes de Haute-Provence, puisque la route nous emmène à Grenoble. C'est une magnifique région de montagnes et de lacs que nous avons pu survoler en ULM grâce à un pilote chevronné. Anaïs Barthes et Didier Legendre l'ont accompagné. Prenons un peu de hauteur pour mieux découvrir la route Napoléon, vue du ciel. Marcus Dalghetti est instructeur du LM, il sera notre guide. Comme tous les matins, cet Écossais de 46 ans inspecte les moindres recoins de son appareil. Chaque geste est millimétré. Il faut tout vérifier en fait. On fait le tour de tout, le lait, le moteur, les bougies, le niveau de l'huile, le carburant. On est vraiment proche le vol libre. On est plutôt comme un oiseau. On voit les choses vraiment bien claires, exactement comme les pilotes de deltaplane. Mazoulou, le vent est calme. Nous embarquons pour une envolée au-dessus des Hautes-Alpes. Vitesse de croisière, 80 km/h. Nous grimpons à près de 2000 mètres d'altitude. On va descendre vers le col Maillard, qui fait partie de la route de Napoléon, ça monte de Gap jusque dans le Champ-Sur. L'automne se dessine à flanc de montagne. Ici, c'est mon bureau et j'ai tout ça autour de moi. J'ai pas besoin d'aller loin pour voir les choses magnifiques comme ça. J'ai commencé de voler dans la région il y a 20 ans. J'ai pas imaginé qu'un jour que je serais installé ici. Pour moi, c'était vraiment un rêve. Les strates laissent entrevoir les vestiges du temps où la vie s'est fossilisée. À quelques kilomètres à vol d'oiseau, le majestueux lac de Serponçon, une émeraude dans son écrin. Ici, c'est vraiment le paradis. Un paradis qui se mérite. Entre l'eau et la montagne, le vent nous malmène. Les montagnes en face, ça s'appelle le chapeau de Napoléon. Bon, sur ce côté-là, ça ne ressemble pas trop comme son chapeau, mais si on arrive en face, certainement on peut imaginer. Suivons la Durance. Cette rivière irrigue depuis le 19e siècle des milliers d'hectares de vergers. Nous survolons les pommiers de Volonne. Et le vent, ça commence à faiblir un peu. Le vent se calme et en suivant la route Napoléon vers le nord, on peut imaginer Grenoble, le Mont Blanc, puis au-delà la Suisse ou l'Italie, comme une porte vers l'Europe.